Et tu as envie de découvrir comment mettre ton banquier en PLS? Tu es au bon endroit, mon ami. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment créer un dossier bancaire infaillible pour les investisseurs immobiliers. C'est parti, introduction. Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne de Phoenix Institute. C'est Antonin, comment tu vas? Donc nous allons parler, comme nous avons vu dans l'introduction, du comment créer un dossier bancaire, comment faire pour faire passer ces demandes de financement. Tu sais très bien que quand tu es investisseur immobilier, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, nous allons te révéler nos secrets. Donc si ce type de sujet te plaise, immobilier, entrepreneuriat, business, investissement, crypto-monnaie, bourse et tout ça, donc dans l'écosystème Phoenix, nous traitons ces sujets. J'espère que ça te plaît autant que nous. Donc pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et mettre un petit pouce bleu tout simplement, c'est la récompense, merci à toi. Donc c'est parti, on va partir dans le vif du sujet, c'est parti. Donc avant toute chose, je vais te parler de mon histoire, donc une histoire qui, du coup, on avait pas mal de retours en message privé sur la chaîne de Phoenix, du coup sur une histoire qui m'est arrivée, donc c'était un des premiers immeubles que j'achetais en nom propre, du coup, qui était un immeuble qui était à 440 000 €, un peu plus. Du coup, on a financé les frais de notaire. Mais du coup, c'était, voilà, j'étais pompier, j'avais 1 800 € de revenus par mois, donc j'avais une situation qui était assez fragile avec 10 000 € d'épargne. Et j'ai réussi à faire financer un immeuble à quasiment un demi-million d'euros. Donc, je me suis cassé la gueule plein de fois, hein, clairement. J'ai eu 18 refus de banque environ, hein. J'ai pas envie de t'envoyer des coups de barre, mais c'est à peu près ça. Et du coup, je vais t'expliquer ma stratégie pour monter les dossiers bancaires, parce que du coup, ça a été le premier immeuble d'une longue lignée. Et c'est pas pour rien que je l'ai fait passer, c'est parce que du coup, le dossier bancaire était extrêmement structuré. Mais avant toute chose, pour justement t'expliquer pourquoi il était tellement structuré, c'est que la banque qui m'a financé, donc du coup, qui est le Crédit Mutuel, donc bon, forcément, j'avais un très bon interlocuteur là-bas, hein, on en parlera juste avant de parler du dossier bancaire, mais du coup, le dossier était tellement nickel, était tellement parfait, réalisé à la perfection, avec tous les documents, le travail était mâché, en fait, j'avais le process de la banque en interne qui était tellement peaufiné, j'avais tellement tout fait pour les aider, que du coup, mon banquier, alors ça, maintenant, on est en très bon terme, on est amis, on mange au restaurant ensemble et tout ça, donc il me l'a avoué, m'a dit qu'au début, il pensait que j'étais un scam. Et oui, un scam. En fait, ils pensaient que le dossier bancaire, enfin, le dossier bancaire était tellement bien réalisé, les tenues de compte tellement propres et tout ça, ils se sont dit, c'est pas possible que ce soit une personne lambda. Parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des dossiers qui sont dégueulasses, où les gens font n'importe quoi, les gens traînent pour envoyer des documents et tout ça, ils répondent jamais aux emails, ils répondent jamais aux coups de téléphone, ils donnent pas les choses en temps et en heure, et forcément le banquier, il aime pas ça, on en parlera un peu plus tard. Que là, j'avais tout apporté sur un plateau d'argent, avec vraiment une structuration de mon dossier bancaire. Et du coup, voilà, ils ont cru que j'étais un scam. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'époque, j'étais à la Marine nationale en tant que pompier, et ils ont téléphoné à mon employeur pour savoir du coup si j'étais une vraie personne, une vraie identité, et ils ont même demandé la carte d'identité de un de mes parents pour être sûr qu'il n'y ait pas d'anguille sous roche. Donc voilà, c'était mon baroud d'honneur, cette banque, elle m'a suivi, donc franchement, c'était le projet qui m'a permis de décoller. Il en suffit d'un seul, hein, des fois, hein, pour décoller et aller loin. Donc si jamais tu es dans la tourmente en ce moment avec les financements, avec tes recherches de projets, ne te décourage pas, parce que des fois, on a du mal à prendre en compte ce qui peut se passer après, mais des fois, une situation qui se débloque peut entraîner à arriver dans de nouvelles étapes de vie. Donc voilà, faut vraiment pas se décourager et continuer d'avancer. En tout cas, c'était le cas de cet immeuble. Donc du coup, je vais pas te parler de cet immeuble-là. Si jamais ça t'intéresse, je te parlerai des chiffres dans une vidéo. Tu n'auras qu'à me mettre un petit commentaire en mode « Tu peux nous parler de cet investissement et tout ça ?» et je te dirai tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait pas mal de trucs à l'intérieur. Donc en plus des trucs un peu atypiques, donc je pense que ça pourrait te plaire. Mais en tout cas, nous allons parler du dossier bancaire. Alors, d'abord, avant toute chose, je tiens à te dire que la banque, c'est la demande de financement, c'est une des parties les plus importantes de ton parcours d'investisseur immobilier, parce que du coup, elle est essentielle à ton parcours, elle est essentielle à ton évolution, vu que ça te permet de faire le levier. Donc, c'est un élément à ne surtout pas négliger, et il faut vraiment être carré et structuré. Aujourd'hui, en plus de ça, il y a des nouvelles complications avec le Haut Conseil de stabilité financière. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut chercher à être dans le top 1% des dossiers bancaires, sachant qu'aujourd'hui, il y a environ, alors ça varie d'une banque à l'autre, mais environ 5% des dossiers qui peuvent déroger à la règle si jamais les profils sont intéressants et que ça en vaut le coup. Donc 5% des dossiers pour les investisseurs, 15% pour les banques traditionnelles, environ 20% de dossiers qui peuvent déroger au cours d'une année. Donc c'est pour ça que, de toute façon, dans tous les cas,
Dès qu'on veut lancer une activité, dès qu'on veut faire quelque chose, on doit viser le top 1%, c'est la règle. Top 1% des gens qui ont de l'argent, top 1% des investisseurs, top 1% des entrepreneurs, le top 1%. Donc pour commencer, je vais te parler de choisir ton interlocuteur. Alors peut-être que tu as ton banquier, tout ça dans ta banque. Si c'est le cas, s'il est très bien, écoute, fais une demande de financement auprès de cette personne, mais sache que des fois ton banquier ne sera pas le meilleur interlocuteur pour t'accompagner. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je le fais encore, hein, ça m'arrive, parce que des fois j'essore trop mon réseau, donc du coup je suis obligé d'aller en voir d'autres, c'est que je vais prospecter. Je vais prospecter, je vais me présenter, je vais présenter un pseudo-projet à des banques, différentes banques, hein. Je n'ai pas on va dire, de préférence, même si j'en ai, mais je préfère rester ouvert d'esprit. Et je vais voir plein de banquiers différents, des banquiers pro, des banquiers perso, donc parce que du coup je fais des achats en SCI, donc je vais voir des banquiers pro et tout des fois. Mais je vais prospecter, je vais rencontrer des directeurs d'agence, je vais en fait juste apprendre à connaître l'humain. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le networking en business et c'est extrêmement important et il faut avoir cette mentalité dans l'immobilier pour avoir un bon réseau de contacts. Le réseau te fera décoller, ne l'oublie jamais. Et du coup, je leur pose quelques petites questions du style « Est-ce que vous aimez l'investissement immobilier? Est-ce que si? Est-ce que ça ?» En fait, on apprend à se connaître. Si je vois que le profil ne passe pas, je ne perds pas mon temps. Bonne journée, au revoir. Je leur donne même pas un document, même pas un papier, parce que du coup, ça va être une grosse perte de temps. Et en plus de ça, il y a tout qui est fiché dans les banques, dans un groupe en tout cas, il y a tout qui est fiché. Donc si jamais je vois que le profil ne matche pas, du coup, voilà, je pars directement dans une autre banque. Donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mon banquier, donc le banquier avec qui j'ai bossé du coup sur cet immeuble, je l'ai rencontré au Bagou, donc du coup on a eu un super feeling et tout, on a parlé d'investissement, lui aussi était investisseur, ça s'est super bien passé, et du coup c'est une personne qui a pu comprendre mon projet et défendre mon projet auprès de sa hiérarchie, vu que ça a dépassé certaines délégations, pas d'agence, mais en tout cas, il devait avoir l'accord de son directeur d'agence. Des fois je vais voir des directeurs d'agence, mais en tout cas, il faut que ça soit une personne qui ait le même ressenti que toi. Si une personne te dit déjà « achète ta résidence principale », si une personne te dit « ouais, ça paraît beaucoup », ou « vous n'avez pas les reins », ou quoi, perds pas ton temps, je t'assure, c'est un des meilleurs conseils, on en parle trop souvent, mais enfin pas assez souvent, mais c'est un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est ne perds pas ton temps avec des profils de banquiers qui ne valent pas la peine. Donc prospecte, sans relâche, trouve les gens qui sont bien. Il y a des agences bancaires comme le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire et du Sud, pardon, des banques comme ça qui sont plus favorables pour les investissements, mais après, voilà, pense toujours, le CIC également, à chercher des banquiers, à chercher des contacts. Dès que tu as ton réseau de contacts, dans différentes agences, je te conseille, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, du coup, tu pourras faire le tour de ces agences-là. Premièrement, toujours trouver un interlocuteur avec qui on s'entend bien, qui partage la vision et qui comprend nos projets. Voilà, ça c'est la première des règles. Deuxièmement, donc là, on va passer dans le vif du sujet, c'est se constituer un dossier bancaire infaillible. Donc, premièrement, pour le dossier bancaire, il faut que tu commences en amont. C'est pas le jour J où tu as trouvé ton immeuble ou ton appartement ou peu importe qu'il faut se réveiller, il faut préparer son dossier. C'est-à-dire, faire en sorte que le scoring bancaire soit le plus élevé possible. Donc il y a une notion de scoring bancaire, c'est une note généralement qui est évaluée de 0 à 10, et en fonction de ta note, tu peux déroger plus ou moins à certaines règles, enfin le banquier peut déroger plus ou moins à certaines règles, si jamais tu as un bon profil. Donc avoir un profil exemplaire, bon père de famille, c'est ce qui rassure les banques, avec de l'épargne tous les mois de côté minimum 10%, ça on n'apprend rien, c'est connu, donc minimum 10%, si jamais tu peux pas être plus, mais plus, ne pas être dans le rouge, un maximum, hein, voilà, surtout sur les 3 derniers mois. Et du coup, voilà, épargner, éviter tout ce qui est jeu d'argent, les lotos, les paris sportifs, les casinos. Alors ça, c'est rédhibitoire, vraiment, ne fais surtout pas ça. Pendant 3 mois, évitez toutes les dépenses qui sont inutiles, les restaurants à outrance, les bars, les Uber Eats, tout ça, parce que bon, ça va un peu entacher, on va dire, la qualité de tes relevés de banque. Vivre correctement, faire attention si tu es investisseur crypto-monnaie, ne pas mettre des 10-15 000 euros, 20 000 balles sur Binance ou sur crypto.com. Voilà, abstiens-toi ou alors fais ça, il y a des techniques, on en parlera si jamais ça t'intéresse dans une autre vidéo, pour justement investir quand même à côté de ça dans d'autres actifs, mais sans venir montrer que du coup tu
tu fais ça avec ton compte, parce que du coup, eux, ils vont pas trop comprendre l'investissement crypto-monnaie. Donc, du coup, ils préfèrent les placements qu'ils connaissent, donc les PEA, les PEL, les livrets, toutes ces choses-là, produits bancaires, ça leur parle. Donc, si jamais tu as plusieurs comptes, fais attention de ne pas faire des virements dans tous les sens, des trucs qui sont incompréhensibles par la banque, surtout qu'après, si jamais tu as plusieurs comptes et qu'ils le voient, bah, du coup, ils vont te demander le relevé de ce compte-là, le relevé de ce compte-là, donc du coup, évite. Prends soin de ton scoring, fais en sorte d'avoir de l'épargne disponible, un maximum, et du coup, ensuite, constitue ton dossier bancaire. Alors là, on va parler de constitution de ton dossier bancaire. Il y a certaines choses pour être dans les meilleurs dossiers de la banque, je vais te le dire tout de suite. Donc moi, je vais t'expliquer ma façon de fonctionner quand je vais à un rendez-vous de banque pour justement passer un bien immobilier. C'est ma façon de fonctionner, c'est la mienne, mais c'est une façon qui m'a toujours très bien réussi, donc je te recommande d'appliquer cette méthode-là. C'est celle qu'on fait dans la Team Phoenix avec Alexandre, avec Romain et avec toutes les personnes, les collaborateurs du coup qui bossent avec nous et les participants de formation, et on a des excellents retours sur cette façon de fonctionner, donc je vais te la donner. C'est en gros, premièrement, il faut du coup que tu aies ton dossier bancaire qui soit rempli. Pour te la faire simple, le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va du coup analyser ton projet. Donc en fait, pour analyser ton projet, généralement ce qu'ils font, les trois quarts, c'est qu'ils prennent un papier et au crayon papier, ils vont griffonner des trucs sur leur papier pour du coup prendre des informations et ensuite analyser par la suite ton projet. Donc ce qu'il faut faire, c'est que déjà son papier, tu le laisses tomber, sinon il va être dans son papier et il va, on va dire, focaliser sur les informations que tu lui donnes. Ce que je fais, c'est que j'apporte toujours 2 documents avec moi et tout le reste, je l'ai informatisé et je lui envoie directement dans l'entretien. Donc, les 2 documents que je lui apporte et que je lui montre, on va dire, dans l'entretien, c'est une fiche patrimoniale. Donc, nous, on crée les nôtres avec notre logiciel chez Phoenix de fiche patrimoniale. Donc, la fiche patrimoniale, si tu ne sais pas ce que c'est une fiche qui va récapituler toute ta situation, tes différents crédits, tes différents biens que tu possèdes, ton état civil avec ton nom, ton prénom, ton âge, si tu es célibataire, tu as des enfants, tout ça. Ça va tout répertorier et ça, c'est super puissant parce que du coup, ça va permettre au banquier de pouvoir en fait avoir tous les éléments qu'il lui faut. Il n'aura pas besoin de chercher les informations, écrire des trucs, faire plein de choses. Il va juste avoir la fiche patrimoniale sous les yeux. Il va la prendre. Il va voir, parce que tu es un investisseur de Phoenix, que c'est super carré, que c'est propre, que c'est nickel. Du coup, là, il aura juste à récupérer les informations et à mettre ça dans son ordinateur une fois que le rendez-vous bancaire sera terminé. Il n'aura pas à chercher les informations, à t'envoyer un email, à te passer un coup de téléphone. Toute cette perte d'énergie-là, ça va le gonfler. Et si jamais ça le gonfle, et si jamais il prend trop d'énergie sur ton dossier, que ça lui fait perdre trop de temps et que c'est trop fastidieux, il va se démotiver. Et en plus de ça, comment tu veux défendre une personne ou le projet de quelqu'un, déjà qui n'est pas le tien, si jamais en plus de ça, la personne, soit tu l'aimes pas, soit parce que tu n'aimes pas son profil, des fois déni de faciès, on ne peut pas aimer tout le monde, ou alors que du coup son travail est merdique, ou c'est dégueulasse, ou qu'il te donne des documents comme ça à la volée. Non. Donc toujours 2 documents, le fiche patrimonial rempli, propre, carré, et le business plan. Le business plan, donc à part si jamais tu veux faire un coup de je passe ça en résidence principale et tout ça, et du coup je veux m'acheter ma résidence principale pour faire de l'achat-revente ou faire de la location, peu importe, ou bon, ça fait bizarre, c'était un business plan, mais dans tous les autres cas, prends un business plan. Pareil, le business plan, faut que ça soit nickel, récapitulatif du projet, t'expliques les choses, pourquoi ce projet, comment tu as fait pour le négocier, voilà, faut que tu expliques en fait une histoire, storytelling. L'entrepreneuriat, c'est ça. Hop. C'est du storytelling, c'est une histoire romancée qui explique l'histoire de ton bien, pourquoi il est rentable, pourquoi il est intéressant, où il se situe, quels sont les projets que tu as à l'intérieur, pourquoi la banque, et ça c'est ultra important, tout au long du business plan, il y a une façon de le construire, pourquoi la banque, aujourd'hui, ne risque pas son argent si jamais elle investit avec toi. Parce que du coup, elle va investir, elle va se porter garant. Donc du coup, faire en sorte qu'il n'y ait aucun risque du coup pour la banque. Donc montrer que le projet est rentable, pourquoi il est rentable, c'était un immeuble de rapport, montrer que tu as plusieurs lots, que même si tu as 2 lots qui ne sont pas loués, du coup c'est quand même rentable, même avec 70% des revenus locatifs pondérés, parce qu'on prend tout le temps 70% pour la banque, même avec 70% des revenus locatifs pondérés et avec un taux de remplissage à 90% par exemple, du coup tu finances le bien, tu t'autofinances le bien. Donc en fait tu as plein d'informations comme ça, dans une construction de business plan, carré, propre, nickel, pas de faute d'orthographe, tu fais l'effort de faire corriger ton truc si jamais tu n'es pas très doué en orthographe comme moi. Oui, parce que je suis pas très doué en orthographe,
c'est comme ça. Mais du coup, tu rends un projet, un truc propre. Ça, le business plan, ça va donner une idée de ton travail, en fait, de qui tu es au banquier. Donc pareil pour ta tenue vestimentaire d'ailleurs. Si jamais, donc ça c'est un grand débat, est-ce que je viens en décontracte, en costume, en machin, en ci, en mi? Je vais te donner mon avis sur la question, parce que pareil, en fait, rappelle-toi qu'il y a toujours la règle des 4-20. Les 4 premières 20 secondes, les 20 premiers mots, il y a plein de petites règles comme ça, les 20 premières secondes, voilà. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui vont faire que ça va rentrer dans la négociation. Moi, je me mets toujours en costume, ou en tout cas bien habillé. Des fois, pas besoin de mettre la cravate et tout, hein. Tu peux mettre ton costume avec la chemise ouverte, nickel. Mais pour montrer en fait que voilà, c'est un dossier de financement, c'est quelque chose que je ne prends pas à la légère, c'est quelque chose où voilà, c'est un grand pas pour moi, je suis sérieux, et si jamais tu es sérieux, tu vas donner envie au banquier de te faire confiance et de t'accompagner et de se démener pour toi, tu comprends? Donc du coup, habille-toi bien, c'est pas souvent que du coup on est amené à enfiler un costume ou une chemise ou machin, donc fais l'effort de te mettre bien pour le banquier, ça rentre en ligne de compte, même si on le dit pas, toujours propre sur soi, c'est ultra important, carré cubique, la mèche si t'en as une, coiffée sur le côté, c'est ultra important. Donc voilà, business plan, fiche patrimoniale, ça c'est super important de les montrer, comme ça au moins tu lui donnes le business plan, tu lui montres des chiffres directement au banquier, tu lui montres, tu lui dis, regarde donc du coup voilà tant de revenus locatifs, tant de taxes foncières, tu lui montres des trucs, voilà c'est répertorié là, ok, ma situation patrimoniale, bah ok, mon salaire il est sur la fiche patrimoniale, telle ligne, tu lui montres toutes les choses, tu lui montres que ça travaille ton dossier, tu lui montres que tu connais ton bien, tu connais tout en fait. Il faut désobjecter le banquier à chaque fois. Il faut le désobjecter un maximum pour qu'en fait le gars il se dise bah ok, j'ai tout en fait, il me faut rien de plus. Et du coup en parallèle, donc moi du coup ce que je fais c'est que j'envoie le business plan et la fiche patrimoniale, j'en garde une on va dire reliée carrée sous pochette plastique et tout ça. Ça te coûte environ 40 € environ pour faire un business plan pour tout relier. Ça parce que ça c'est on va dire de la présentation, hein, la façade, tu montres quelque chose de propre. Donc ça je le fais pour le banquier. Des fois je leur laisse, des fois je leur prends si je vois que ça va pas aller plus loin. Mais en tout cas voilà, tu peux le laisser ça même sur le coin du bureau, comme ça le banquier va pouvoir voir ta présence sur le bureau. Et ensuite, en parallèle de ça, je leur envoie le business plan, la fiche patrimoniale et tous les documents donc je vais te faire la liste, je l'ai ici sous les yeux. Je vais te faire la liste pour du coup t'expliquer ce qu'il faut que tu envoies. En tout cas, au banquier, il faut que tu prépares ça en amont. Comme ça, lors du rendez-vous, tu lui envoies tous les documents. Lors du rendez-vous, tu perds pas de temps, tu lui envoies tous les documents, tu prends ton ordinateur portable, tu le mets dans le bureau du banquier. Ok, j'ai ça, j'ai ce dossier bancaire avec ça. Tu peux même lui montrer sur ton ordi. Ok, regardez, c'est bon, ça vous va? Ok, je vous envoie tout en lien WeTransfer. Donc du coup, c'est parti. Donc on va parler des documents rapidement du coup à fournir lors du dossier bancaire. Donc du coup, que tu vas envoyer en lien WeTransfer ou en email. Juste à savoir, si jamais les pièces sont trop volumineuses, ça ne passera pas à la banque parce qu'ils ont des protections, des pare-feux en fait, ou en gros pour éviter qu'il y ait des virus qui viennent affecter leur logiciel, ils font en sorte de ne pas, de restreindre la taille des documents qu'ils peuvent télécharger. Donc fais attention si jamais tu fais des business plans avec beaucoup d'images ou des trucs qui sont lourds, ça risque de pas passer et ça risque de bloquer tout ça. Donc ça c'était juste pour information. Mais du coup, tu leur fais un résumé de ton état civil. Donc carte d'identité, tu leur envoies ta carte d'identité, tu leur envoies tes relevés de compte, les 3 derniers. Des fois, je rajoute celui de l'année passée, si jamais il est propre, bien entendu, de la fin d'année de l'année dernière, par exemple, décembre 2021 ou peu importe. Et du coup, je leur envoie tout ce qui est mes relevés de compte, les fiches de paie, les avis d'imposition. Et en fait, il faut que tu aies une façon de les disposer dans ton email qui soit cohérente. Il faut qu'en fait, tout soit nickel. Si jamais tu mets tout en tas de merde, ça donne pas une super image, tu vois. Faut que, en fait, limite, tu puisses lister état civil, information, les crédits, tu vois, pour que le gars, il ait juste à se dire, putain, c'est génial, en fait. J'ai juste à prendre ça, les mettre dans mon logiciel et nickel, quoi. Donc, du coup, voilà, les avis d'imposition, les relevés de compte. Si jamais tu as des crédits en cours, crédit conso, on n'en a pas parlé. Attention, les crédits conso, même si c'est des crédits conso pour les travaux, faut éviter, quoi. Hein. Si tu as une voiture, un passif qui te coûte cher, bah, revends-la, seul de ton crédit conso, enfin, trouve des solutions, mais ça, c'est pas terrible pour avoir un bon scoring bancaire, sache-le. Donc voilà, si tu as des crédits en cours, tu les mets, tu les listes, tu mets bien entendu les récapitulatifs du projet, donc business plan et fiche patrimoniale. Si tu es locataire, tu mets ton bail de location, si tu es propriétaire, tu mets ton avis de taxe foncière, par exemple.
Et du coup, tu mets ton justificatif de domicile aussi. Ça, c'est important. Donc, tous ces éléments-là, en fait, si jamais tu lui apportes tout sur un plateau d'argent, bah, du coup, il va être super bien ton banquier, quoi. Tes avis d'imposition, je sais pas si on en avait parlé, les avis d'imposition, les fiches de solde, ultra importantes. Des fois, les fiches de solde, ils ont besoin de l'année. Fournis-le d'ailleurs tout le temps. Admettons, tu fournis juin, juillet, août. Bah, fournis aussi décembre de l'année juste avant. Ça leur permet de se rassurer, de voir que tes revenus ne font pas comme ça et tout ça. Si tu es en CDI ou si tu es en CDD, mets ton contrat de travail. Voilà, c'est important. Il faut que tu mettes ton contrat de travail pour qu'ils puissent le voir. Donc, en fait, c'est tous ces éléments-là qui, dans un dossier, dès que la personne a tout, bah, du coup, il est nickel. Après, il y a d'autres documents, mais on va pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo qui est déjà un petit peu longue. Merci à toi si tu es arrivé jusqu'à cet élément-là de la vidéo. Mais il y a encore pas mal de choses dont on pourrait parler. Si jamais ça t'intéresse qu'on aille un peu plus dans les détails, on pourra en discuter. Ou alors, rejoins-nous sur les réseaux sociaux, envoie-nous des messages, on pourra toujours en discuter. Mais voilà, on va pas faire toutes les énumérations parce qu'après, il y a beaucoup de choses qu'on peut rentrer en plus. Mais voilà, tu as compris. Un dossier bancaire qui est structuré, que tu envoies en email ou en lien WeTransfer à ton banquier. Une partie que tu montres lors de l'entretien avec tous les éléments qu'il y a à savoir sur ton projet. Être carré, être présentable et choisir bien son interlocuteur. Je pense que on a fait le tour en tout cas pour le banquier. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Antonin. Tchuss.